Mohamed Ariqat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Mohamed Ariqat, vous êtes un Palestinien, vous êtes un artiste, un écrivain et un doctorant à l'Université française en sciences politiques. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mohamed Ariqat, vos recherches concernent les crimes d'apartheid israéliens vers la population palestinienne. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous donner une définition de la crime d'apartheid en général? OK. En général, l'apartheid, généralement, c'est des systèmes de discrimination. OK? C'est très, très simple. C'est comme ça. C'est la discrimination. Mais c'est pas juste une discrimination normale. C'est une discrimination systématique par un régime ou par un système d'État. OK? Donc, pour l'instant, il y a vers trois ou quatre définitions de l'apartheid en droit international. La dernière définition qui était par le statut de Rome en 2002. En général, c'est des actes inhumains commis par un groupe racial contre un autre groupe racial afin que obtenir et maintenir la domination. OK? Donc, généralement, c'est ça la définition de la crime d'apartheid. Et dans le contexte palestinien, comment nous pouvons définir l'apartheid israélien vers la population palestinienne? OK. Avant ça, je veux dire qu'en général, dans la colonisation, il y a deux ou trois systèmes de la colonisation. Il y a la colonisation classique, comme la colonisation britannique qui était commise sur l'Inde. Mais par contre, il y a les colonisations de peuplement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout Allô? à fait. Oui, 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 Ah oui, 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 OK. oui. OK. Et il y a des colonisations de peuplement. En fait, dans la colonisation de peuplement, jusqu'à aujourd'hui, on a trois exemples de la colonisation de peuplement. Premièrement, on a l'exemple de l'Amérique du Nord, ça veut dire les États-Unis, parce qu'il y a des colonisations de peuplement qui étaient contre les Andes rouges, qui est caractérisée par les génocides. Il y a aussi la colonisation de peuplement qui était commis en Afrique du Sud, qui était caractérisée par l'apartheid. Et il y a la Oui. colonisation de peuplement qui arrive en Palestine. Et dans cette époque, il n'était pas un apartheid, il était une purification ethnique. C'est le nettoyage ethnique, mais on peut dire plus clairement la purification ethnique, parce qu'en Israël, c'est pas le nettoyage ethnique, c'est la purification. Ça veut dire at-tathir ou tihur en hébreu, en hébreu. Et c'est pour moi un petit peu différent. Donc, l'apartheid, c'est un résultat très clair de la colonisation de peuplement. Et l'existence israélienne dans le territoire palestinien depuis le début, elle était une colonisation de peuplement parce qu'il y a deux peuples, il y a les Juifs et il y a les Arabes principalement. OK? Et ils ont commencé depuis le début comme on dit, ethniquement nettoyer le territoire palestinien afin de faire une domination raciale de les Juifs sur tous les autres groupes. Oui. Ça veut dire que la colonisation israélienne a été, depuis le début, attachée, reliée, implantée à travers le nettoyage ethnique, comme a été confirmé par les travaux de notre cher ami, professeur Ilan Papé. Ah oui, en fait, on a l'Mbappé et il y a des autres, mais bien sûr qu'il y a l'Mbappé, il était comme, pour moi, le plus important historien qui écrit, qui parle de ce sujet. Parce que, comme vous savez, il y a pas mal de villes et de villages palestiniens qui étaient ethniquement nettoyés, même si avant la guerre de 48, comme Kisaria, comme Haïfa, comme Safad, il y a pas mal de villes. Il y a aussi le plan Dalet qui était commis organisé en fait par le Haganah. C'est, on peut dire, le groupe moderne, comme parmi les autres groupes terroristes en Israël depuis le début. Mais l'idée de le nettoyage ethnique, de l'apartheid, de la suprématie juive, existe depuis le début, en fait. Parce que même s'il il y a beaucoup des organisations qui étaient construites en Palestine à cette époque, elles étaient juste pour servir juste les juifs. Par exemple,
On a je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais en hébreu, c'est le Keren Kayemet. En arabe, c'est Sunduq al-Qawm al-Yahudi. OK. En anglais, c'est the Jewish International Fund. I think so. Donc, pour cette organisation, ils ont dit qu'on va acheter la plupart du territoire de Palestine. On va juste servir les Juifs, ok? On va juste servir le mouvement sioniste. En plus, jusqu'à aujourd'hui, dans l'autorité foncière en Israël, il y a des comités, comme imaginez, pour moi, je suis arabe palestinien de 48 et je voudrais acheter un logement ou une petite terre en Jaffa, et Acre, n'importe où. Il y a des comités et parmi ces comités, ils ont 22 personnes et il y a 12 personnes parmi les 22, ils ont pas cette GNF, الصندوق القومي اليهودي الكيان كيامت. الكيان كيامت, cette organisation, ils ont dit qu'on va servir juste les juifs. Donc, pour moi, comme arabe, quand je vais faire la demande, je sais comme en avance que je serai rejeté juste parce que je ne suis pas juif. Est-ce que l'appartenance, d'après vous, religieuse et raciale a été déterminante dans le statut des citoyens palestiniens, d'après vous? Est-ce que c'est l'effet religieux ou l'effet de l'appartenance nationale? Non, en fait, en Israël, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de juste religieux. Parce que c'est vrai que maintenant il y a de ultra sionistes comme Otzma Yehudit, Ben Gvir, Smotrich, Israël Katz, etc. Il y a des organisations, des individus israéliens qui sont très extrémistes dans ce niveau. Mais en fait, notre problème avec Israël, elle n'était pas comme juste religieux, parce que depuis 48 jusqu'à peut-être 76, c'est la partie de la barre qui était contre Israël. Ça veut dire c'est la gauche, c'est pas la droite. Et ils ont été très libérales, ils ont été très modernes, très européennes en parenthèse. OK? Donc, pour eux, c'est une colonisation de peuplement. Bien sûr, il y a de mentalités très extrémistes au niveau de la religion, mais il y a de nationalistes. Et maintenant, en fait, dans la société israélienne, c'est assez important. Avant, on était comme, on avait le Haridim, ça veut dire le ultra-orthodoxe, ok? On a les nationalistes, ok? Ça, il était juste, on peut dire, avant 2005, comment dire, la retraite de Gaza, le retrait de Gaza. Après ça, on a un nouveau mouvement qui s'appelle le Hardali. Hardali, c'est un mot hébreu, ok? C'est un mot entre le Haridim, ça veut dire le ultra-nationaliste, et le Omi en hébreu, ça veut dire nationaliste. Donc maintenant, on a le Hardali. Hardali, ça veut dire nationaliste et aussi religieux, ok? Religieux et le Omi, religieux et nationaliste. Et maintenant, c'est eux qui contrôlent Israël, en fait. Et quelle est la position de comment ça a été traité l'apartheid israélien par le droit international? En fait, le mot d'apartheid, il était un tabou, mais en même temps, il n'était pas un tabou parce que en 76, je pense, l'Assemblée générale dans les Nations Unies, ils ont déclaré le mouvement sioniste comme un mouvement raciste avec le régime d'Afrique du Sud. Mais par contre, après le conversation. On oublie ça, c'est rarement qu'on évoque ça parce que ça, maintenant le sionisme, ça devient un peu légitimé à l'Occident dans des plateaux d'information, dans des plateaux Ouais, médiatiques. Même Biden, il a dit qu'il a été sioniste, hein, comme quelqu'un qui vient pour dire je suis fier d'être un terroriste comme ça. On oublie la normalisation avec ce courant idéologique, terroriste et tout, oui. oui, ça c'est vrai. En fait, cette décision, elle était une décision officielle par l'Assemblée générale, mais ils ont retiré cette résolution depuis les conversations de Madrid. Mais c'est pas que ça.
parce qu'en même temps, Israël, ils ont accueilli pas mal de migrations d'Éthiopie, ok, en Israël. Et comme ça, ils ont déclaré pour le monde, écoutez, on accueille des Africains, on n'est pas raciste, on a un pays très laïque, très moderne, etc. Donc, à cause de Madrid, à cause de cette opération, ils ont retiré cette résolution. Ok, donc ça, c'est la première fois qu'on dit que les sionistes, c'est un mouvement raciste au regard de le droit international. C'est dans Mais le cadre jusqu'à... je m'excuse, c'est dans le cadre de ce pratique de propagande Oui, anti-courant. c'est la propagande. On dit aussi en hébreu, on dit le hasbara. Ok, l'hasbara, comme un vrai travail israélien pour comment on peut comment bouger l'opinion publique au monde. C'est quoi notre narrative, c'est quoi la bonne méthode d'utiliser dans les médias, c'est quoi les bonnes paroles, etc., etc. Mais comme pour retour de votre question. Jusqu'à 2004, je pense pas il y a quelqu'un comme au niveau de droit international qui dit qu'Israël c'est un régime d'apartheid. Il commence avec John Dugard, il est le rapporteur spécial des Nations Unies en Palestine. Il a dit qu'en fait c'est un régime d'apartheid. Après ça, Mitchell Link, c'est l'autre rapporteur spécial. Et à la fin, on a Francesca Albanese, qui était très claire de ce sujet. Elle a dit c'est comme femme très courageuse. Elle a dit que c'est un système d'apartheid. Il n'y a pas de droit d'autodétermination pour les Palestiniens. Et la seule solution, c'est le démantèlement total de la système de la régime d'apartheid en Israël, afin qu'on trouve une solution. Elle parle de ça très clairement. Elle a dit que c'est pas vrai qu'il faut qu'on fait la négociation avant et après ça, on va faire la responsabilité internationale. En fait, c'est l'inverse. Il faut qu'on applique le droit international en Israël. Il faut qu'il retire minimum de la frontière de 67. Après ça, on va parler de la négociation. Et c'est pourquoi maintenant, en Europe, il y a pas mal de pays qui disent peut-être on va reconnaître l'État de Palestine parce que pour nous, maintenant, on croit que c'est une étape positive pour trouver une solution pour encourager les Israéliens et les Palestiniens pour faire les négociations. Donc maintenant, ça commence de changer un petit peu. Mohamed Ariqat, vous évoquez les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens, mais l'échec de ce projet de paix conçu par les Américains, l'échec de Oslo, est-ce que d'après vous, ça va encourager encore une fois à entamer des autres discussions? Israël n'a jamais respecté un plan de paix, n'a jamais respecté d'initiative de paix, même avec les pays d'Arabes, les pays, l'axe de normalisation et de transition, même avec l'Égypte, par exemple. Il y avait beaucoup d'histoires d'espionnage, de liquidation, d'assassinat, etc. Même avec la Jordanie, Israël, il l'a saisi et détourné. Par exemple, la capacité hydraulique de la Jordanie, sans parler de bon, l'Émiratie, entre parenthèses, Arabie, entre parenthèses, etc. Mais Israël, il n'a jamais respecté de paix. Est-ce que d'après vous, avec cet apartheid, avec ces crimes actuels contre la population, ces crimes affreux contre la population palestinienne à Gaza, c'est possible de faire de paix Non, avec Israël? non. Écoutez, en fait, il y a pas mal de monde qui dit Yitzhak Rabin, il était un vrai homme pour faire le paix. OK? Yitzhak Rabin, après qu'il signait l'accord d'Oslo, C'est pour cela qu'il a été assassiné par les sionistes. oui, c'est vrai, Les mais sionistes en fait, proches de Benjamin Netanyahu, l'actuel oui, Premier mais c'est ministre. vrai, c'est pas Yagal Amir, mais en fait, Rabin, c'est lui-même qui continuait la colonisation. C'est lui-même qui dit qu'il n'y a pas de date sacrée. On va pas faire le retrait de la territoire palestinien maintenant. Et il était contre l'établissement de l'État palestinien. Ça, c'est très important.
Il parle juste pour l'autonomie. C'est Yitzhak Rabin. C'est le pigeon de la paix. OK? Donc, en fait, c'est impossible de trouver une solution par les négociations. OK? Il faut qu'on trouve une solution. Après ça, on va faire la négociation. C'est pas l'inverse. Il faut qu'Israël qu'elle respecte le droit international, qu'elle applique le droit international, qu'elle applique de 42. Après ça, on va parler par rapport, par exemple, comment on peut accueillir le réfugié. Et ce serait en Palestine, dans le territoire palestinien ou israélien. Mais je veux pas négocier avec Israël. Est-ce que c'est possible d'accueillir des réfugiés ou non? C'est pas la question. OK? Donc, c'est la négociation comme ça, c'est impossible. C'est rien à faire. Et maintenant, la dernière chose qu'il faut qu'on fasse, c'est la négociation. Parce que c'est pas ça la bonne méthode. On essaye la négociation avec Israël 30 ans. Mais en même temps, on peut pas dire qu'il faut qu'on faire comme dans une guerre. Parce que même si c'est légitime dans le droit international, mais pour les Palestiniens tout seul, on peut rien faire. OK? Mais par contre, il y a les diplomaties internationales, il y a les diplomaties unilatérales, il y a de reconnaissance de l'État palestinien, il y a des mouvements comme le BDS, il y a les boycotts. Maintenant, je pense que vous voyez qu'est-ce qui se passe avec le cours de justice, le cours criminel international. Maintenant, il y a de pression très forte sur l'autorité Est-ce que, est-ce israélienne. que vous croyez, est-ce que vous croyez à la crédibilité et à l'efficacité de ces instances de la justice, soi-disant, justice entre les guillemets, hein, de la justice internationale pour punir Israël contre ses crimes d'apartheid, ses crimes aussi. Et il y a toujours d'abord l'instrumentalisation, la politisation. On a vu, par exemple, le procureur international de la Cour pénale internationale a déclaré qu'elle a reçu une lettre de menace de 10 membres du Congrès. Ouais. C'est scandaleux, du Congrès américain, les États-Unis, le donneur de leçons. Vous avez vu, par exemple, comment la procédure qui a été entamée contre Poutine, il a été accéléré, ciblé, bien organisé, etc. Mais pour les Palestiniens, ne sont pas des Ukrainiens. Malheureusement, les Palestiniens, vous n'avez pas un comédien, vous n'êtes pas représenté par un comédien comme Zelensky, etc. Est-ce que ce logique de double standard, de double langage, etc., tant qu'il y a des victimes arabes et musulmans, tout le monde, ils s'en fout, hein, tout le monde, on s'en fout, il n'y a pas de pression politique, vous voyez les axes de normalisation, l'Égypte, la Jordanie, l'Émiratie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, ils ont devenu des pays serviteurs de l'entité sioniste. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura une décision qui va rendre justice aux victimes En fait, palestiniennes? maintenant, non. Dans ces jours, non. C'est clair parce que la puissance, c'est avec Israël, c'est les États-Unis et c'est les pays occidentaux. Mais en même temps, on peut pas ignorer le mouvement dans les roues maintenant, en Europe notamment, dans les États-Unis, dans les universités américaines. On parle pas maintenant de petites universités, on parle de Harvard, on parle de Columbia University. Ici, on parle de Sciences Po, on parle de Sorbonne, en Irlande. Et le plus important maintenant, c'est des actes par les pays arabes, pas les pays européens. OK? Parce que malheureusement, je dis ça et malheureusement, je vois votre série, mais en fait, sans l'arabe, il n'y a rien à faire. OK? Sans le Oui, monde arabe, il n'y a rien à oui, faire. On oui. a, on Bon, a les gaz. au niveau populaire, on salue la gestion Malheureusement, populaire. Par exemple, au Maroc, hein, si la réaction officielle de Emir Mohamine, soi-disant, qui se déclare comme Emir Mohamine, Mohamed VI, est scandaleuse de trahison, de normalisation. La réaction de la population, on a un clin par respect, vraiment, devant la réaction populaire de nos frères et sœurs marocains, mais une action officielle des pays arabes, hein,
Oui, Je mais pense qu'ils sont complices. Hein. On parle de la oui, mais complicité. si vous me permettez, en fait, je vais mentionner quelque chose de très important pour moi. Et ça, je dis beaucoup. Un billionnaire juif américain ou français, ok, finance Israël et plus que tous les pays arabes qui financent la Palestine. Il y a pas mal de milliardaires au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Liban, en Émirats, en Arabie Saoudite. Oublions tous les gouvernements, ok? Mais oublions aussi les armes et les résistances contre Israël, etc. Maintenant, à Jérusalem, il y a plus de 21 écoles palestiniennes. Ils ont refusé d'utiliser le système israélien pour appliquer parmi les étudiants palestiniens. Et il n'y a aucune finance pour cette école. OK? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je sollicite? C'est juste une aide financière. OK? Pas par le gouvernement, par le monde, par les gens riches, pour cette école. OK? Pour juste donner d'argent pour les enseignants. Et ça, c'est possible. C'est pas résistance. En fait, notre gouvernement, malheureusement, ils ont très mal, mais aussi le soutien populaire, c'est pas juste la manifestation. Il y a un billionnaire juif, les États-Unis, franchement, ils financent Israël et beaucoup plus que tous les pays arabes qui financent la Palestine. Je sais que depuis, je pense, 2017 jusqu'à aujourd'hui en Palestine, il y a peut-être un ou deux États qui financent l'autorité palestinienne. Ça, c'est fou. Comme les Palestiniens, maintenant, ils sont très seuls. Il y a personne. Même si le roi. Oui, Mohamed Tariqat, vous évoquez la situation de financement de l'autorité palestinienne. Est-ce que aussi cette dernière, on ne peut pas considérer cette dernière comme responsable morale et responsable juridique de la situation actuelle? Et on parle souvent en Europe de mauvaise gestion de l'affaire publique par l'autorité palestinienne, la division qui règne sur la scène palestinienne. Avec Yasser Arafat, il y avait un minimum d'unité nationale. Mais maintenant, on voit que de la division, que de l'isolation, que de Oui, mais l'individualisation, malheureusement. ça, c'est vrai, mais en fait, c'est pas la faute de l'autorité palestinienne. En fait, c'est la faute de le négociateur, ok? On n'a pas été comme bien prête pour faire la négociation. Mais on peut pas ouais, juste comme blâmer juste l'autorité palestinienne sur le monde arabe. Parce que si on a un bon monde arabe, si comme Mahmoud Abbas, comme s'il y a de présidents arabes qui dit faire n'importe quoi, on va vous soutient, il va faire quelque chose. Mais il sait très bien que s'il va comme rejeter n'importe quel projet israélien, elle va être comme Yasser Arafat à la fin. Je ne sais pas si vous souvenez en 2002, depuis le sommet arabe à Beyrouth, Yasser Arafat il est dans le siège à Ramallah et tous les présidents et les rois, etc., l'autre majesté arabe en Beyrouth, c'est comme faire les fêtes. Oui, Donc malheureusement, mais après, ils ont payé la facture. Hein. On commence par Saddam Hussein, par oui, Gaddafi, c'est Ben vrai. Ali, Oui, c'est vrai, etc. Parce que lorsque quelqu'un est lâche, il va payer la facture tôt ou tard. Hein. C'est ouais, pour ouais, cela qu'il y avait beaucoup de c'est présidents bien sûr. arabes qui ont payé. Il y aura beaucoup aussi, il y aura beaucoup des autres présidents arabes qui vont payer la facture, soyez sûrs et Oui, bien certains. sûr. Oui. C'est- Mohamed Ariqat, est-ce que vous croyez aussi aux déclarations qui ont été prononcées aussi par exemple, le président Biden, par quelques responsables européens en condamnant la colonisation, soit disant qu'ils vont suivre en justice quelques colons pour ces crimes de colonisation, etc. Est-ce que vous croyez à la sincérité et la crédibilité de ces déclarations ou c'est Non, la comédie et la propagande? en fait, les États-Unis, ils ont comme fait des sanctions contre quelques colons, mais en même temps, ils ont fait les plus grandes deals depuis la création d'Israël jusqu'à aujourd'hui de donner des armes pour Israël. Ok, le plus historiquement, il était le plus comme le plus grand montant d'argent et des armes pour
Israël. Pour Biden, c'est indispensable, ok? C'est indispensable de continuer le soutenance d'Israël. Il est peut-être contre Netanyahou maintenant, et c'est pas parce qu'il déteste Netanyahou, mais maintenant parce qu'il y a une élection prochainement dans les États-Unis. Donc il faut qu'il fait quelque chose. C'est juste pour obtenir de voix dans l'élection, c'est tout. Mais Israël, en fait, Israël, s'il n'y a pas la France, s'il n'y a pas le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est rien. Israël, pour moi, c'est une base de colonisation, en fait. Base de colonisation par les à côté de la France et du Royaume-Uni, oui, s'il n'y avait pas aussi les Marathis, Mohamed Ben Zayed qui finance, oui, il n'y a pas le roi de la Jordanie, Abdallah, qui collabore, qu'il n'y a pas le Sisi qui collabore et facilite, qui encercle la population palestinienne. Il ne faut pas oublier ces partenaires fidèles à Israël. Regardez, pour la Jordanie, notamment, pour l'Égypte, pour moi, je vais être honnête. Bien sûr, je suis contre le politique général qu'ils ont mené, mais qu'est-ce qui se passe à Rafah, qu'ils ont refusé d'ouvrir les frontières, pour moi, c'est une bonne chose d'être honnête avec vous. Parce que sinon, c'est le projet israélien, en fait, de déplacer tous les Palestiniens au Sinaï. Et je suis très peur. Je n'évoque pas, Mohamed Ariqat, la fermeture des frontières. J'évoque l'interdiction de l'entrée de l'aide. L'interdiction de l'aide. J'évoque la corruption imposée à des Palestiniens malades, à des vieux, Oui, par des proches, oui, à ce régime de Abdel Fattah el-Sisi, comme à ce monsieur qui dirige aussi les portes, et la frontière qui s'appelle Abdelhamid El-Arjani. J'évoque ces oui. comportements criminels et génocidaires aussi. Mais il faut que tu payes vers 7 000 euros pour sortir. Oui, c'est Ok, ça. non, 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 juste, je voulais dire que tout le monde, je sais pas pourquoi, mais tout le monde, ils sont contre les Palestiniens, en fait. Les Arabes, mais les Européens, c'est tout le monde. Ok? Parce que maintenant, malheureusement, malheureusement, je veux dire que maintenant, l'existence d'Israël, c'est quelque chose de vital pour quelques pays arabes. Ok? C'est Oui, quelque chose d'indispensable. De toute façon, moi, je ne suis pas contre l'existence, pour être très clair, je ne suis pas contre l'existence de l'État israélien. Je ne suis pas contre l'existence de les Juifs en Palestine. C'est pas ça la question. OK? Ma question, c'est le système de cet État. OK? Pour moi, qu'est-ce que je veux dire? C'est le retour de tous les réfugiés de leur pays et de leur maison. Que, par exemple, s'il y a un réfugié de Haïfa, pour moi, je suis contre qu'il aille à Ramallah. Non, il faut qu'il revienne à Haïfa. OK? C'est l'égalité totale pour tout le monde. Et c'est la compensation de tous les réfugiés qui foyaient de leur territoire. OK? Parce que moi, maintenant, je suis ici émigré en France. OK? Et bien sûr, je vais être contre quelqu'un qui va me dire reviens chez toi. C'est pas la question de l'existence d'Israël, la Palestine, etc. C'est l'égalité. C'est un terre arabe. C'est un terre arabe et que arabe, en fait. OK? Et le Masjid al-Aqsa, et même si le mur de l'élimination, parce que ça c'est très drôle en fait, parce que cette mur, il n'y a aucun faire avec Israël. Il y a deux comités de les Nations Unies qui étaient 26, ils ont dit que 26, mais ça veut dire 1926. Ils ont dit que le mur de l'alimentation, c'est un part de Masjid al-Aqsa et il n'y a rien à faire avec la religion juive. OK? Donc, je sais pas. C'est l'apartheid. C'est en fait maintenant, qu'est-ce qu'on voit en Gaza? C'est un génocide. Ok. Israël, comme tous les crimes tous les crimes contre l'humanité, tous les crimes de guerre, ils ont commis en Palestine depuis ces jours. oui, Mais il n'y a oui, aucune responsabilité malheureusement. oui, malgré que ces images ne suffisent pas pour l'Occident, le donneur de leçons de qualifier de ces crimes comme des crimes génocidaires. Il faut plus. Il faut que Israël Ouais. fait plus, etc. Dans le cadre de double standard, double langage, etc. Ma dernière question, Mohamed Ariqat, en tant que Palestinien, en tant qu'un jeune Palestinien, en tant qu'un chercheur palestinien,
est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de la population palestinienne? C'est la plus Mais difficile. toucher votre côté philosophique, artistique. Je sais que vous êtes un écrivain, un artiste aussi. Vous jouez le piano et tout. Ouais. Un C'est peu de comme, sentimental avec l'analyse objective. Parfois, il faut mêler, hein, amener un peu de sentiment, un peu de réflexion rega- spirituelle. regardez, si on va quitter l'espoir, c'est fini. OK? Donc, il ne faut pas qu'on perde l'espoir. Pour moi, c'est sûr qu'un jour, on va avoir l'État de Palestine, on va avoir un État démocratique, on va avoir un bon pays, parce que la Palestine et les Palestiniens, ils ont peut-être ils n'ont pas le meilleur monde au monde, ok? C'est pas le meilleur gens dans le monde, mais on a un être humain, et on a bien éduqué, on a bien élevé, il y a beaucoup de capacités parmi nous, il y a des écrivains, des scientifiques, des dentistes, de toutes les choses. On a une société très laïque, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des druzes, il y a des ahmadiyin, il y a des bahaïns. Et depuis des siècles, on était comme, il y a les cohabitations entre nous. Maintenant, je ne suis pas très optimiste que demain, on va obtenir le pays de la Palestine, mais très proche, un jour, 10 ans, 15 ans peut-être, on va avoir ce pays, c'est sûr, malgré Netanyahu, malgré Ben Gvir, malgré tout ce monde, malgré ce criminel, ok? Parce qu'à la fin, ils en essayent depuis 48. Ils ont essayé, ils sont en train d'essayer de 48 jusqu'à aujourd'hui de tuer les Palestiniens, de mettre dans la prison, de faire le génocide, de déplacer, etc. Et chaque jour, on a reconstruire notre maison, reconstruire notre mentalité, notre existence, etc., etc. Donc, on est un peu plus dur. Et je pense qu'un jour, on va obtenir notre liberté. Merci infiniment, Mohamed Ariqat, sur l'avenir, l'espoir. J'aimerais bien terminer mon interview avec vous. Ça a été un honneur pour moi de vous recevoir. À la prochaine Merci beaucoup. rencontre. Merci infiniment et bonne Merci. continuation pour la Palestine. Merci infiniment et au revoir. Merci, au revoir.